Bien bonjour chers internautes, vous êtes dans cette matinale de géopolitique profonde TV, la chaîne principale. Et nous sommes le 23 octobre. Il est 7h10 pour le début donc de cette matinale que je vais co-animer plus précisément avec Lara Stam. Bonjour Lara. Bonjour Nicolas, bonjour chers internautes. On rappelle pour ceux qui seraient surpris et qui ne l'auraient pas vu hier, Raphaël Beslu prend quelques jours de repos bien mérités et nous reviendra à partir de vendredi. C'est bien ça, je ne me trompe pas, Lara? Exact. En tout cas, il n'est pas loin, il est dans les parages et il nous observe, il nous surveille. Ah, ah, ah. Et oui, alors il n'est pas là pour me rappeler à l'ordre des temps de mes tunnels et surtout de mes dépassements légendaires de temps. Ah oui, je dépasse souvent le temps. Je m'en occupe Nicolas, je m'en occupe. Malheureusement, il y a toujours un fil à la patte. C'est la vie qui est faite comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On fera donc une revue de presse, et je pense autour de 7h45 à peu près. 7h50, nous devrions pouvoir avoir la chronique financière d'Andy Bussaglia, Exact. interviewé par Raphaël Bessu, justement. Chronique financière, nous avons Arnaud Guéguin et Andy Bussaglia comme les deux experts macro et micro-économie de PTV Actu Info, appelez-le comme vous voudrez, en tout cas la matinale sur la chaîne principale. Et donc un grand angle ensuite où nous parlerons bien de la Chine. Et oui, de la Chine, ma chère Lara. Donc, et des BRICS, on parlera des BRICS aussi. Ouais, il se passe des choses. J'espère que vous êtes bien au fait justement de ces informations sur les BRICS. En tout cas, de ce qui sort côté russe, oui. Et si tel n'est pas le cas, eh bien écoutez, nous demanderons tout à l'heure à Laurent Michelon, puisque c'est un spécialiste de la Chine, des relations avec Taïwan. Donc on parlera des relations de Chine avec Taïwan, on parlera évidemment des BRICS et des différents enjeux des BRICS. Mais auparavant, donc, nous commençons, et ce sans plus attendre, avec cette revue de presse, et d'abord les aspects nationaux. Alors je vais vous faire rapidement les thèmes qui vont être abordés au national et à l'international. Au national, on va parler déconstruction. Ah. Oui, c'est bien beau de faire du woke, de la déconstruction, voire même du satanisme, dans des spectacles pour la terre entière, plus d'1 milliard de téléspectateurs qui ont vu les magnifiques chorégraphies et les provocations en tout genre de Monsieur Boucheron, de Monsieur Joly durant les cérémonies d'ouverture des JO. Mais maintenant, il faut passer au cas pratique. C'est bien beau tout ça, mais le LGBT, c'est bien de le défendre, mais c'est encore mieux de le pratiquer. Ainsi, et puis de la déconstruction globale de notre société, c'est bien ce qui est en jeu, je crois. Ouais. Et ce qui est en cours, et bien en cours, je dirais. Donc on parlera d'abord d'Andy Kerbrat, qui est un député bien déconstruit. Il a d'ailleurs eu tout le soutien de Sandrine Rousseau. Donc, bien déconstruit, militant LGBT, pratiquant LGBT, c'est mieux, évidemment, pour Sandrine Rousseau. Un peu toxico sur les bords. Bon. Nul n'est parfait. Exact. Mais même dans la destruction, il faut des défauts. Oui. Alors, on va en parler tout de suite. Ensuite, on parlera de un rectificatif, mea culpa, sur l'origine, en tout cas, de la pétition qui devait conduire à faire une HSA. HSA, c'est Halte Soins Addiction. C'est une salle de shoot, dit plus vulgairement, à l'intérieur de la bonne mère. Et donc, en fait, le coupable, le premier des coupables, alors là, c'est un phénomène. Moi, je vous conseille vivement d'aller visionner son intervention, entre autres, sur BFM. Alors là, en termes de déconstruction, on touche le fond. Bon catholique, par ailleurs, mais bien déconstruit. Il s'appelle Nicolas Thomasset. Et c'est lui qui est à l'origine. Donc, on va en parler aussi un petit peu de cette information.
Alors, infographie du JDD intéressante, on se rendra compte que finalement, la population française n'est pas totalement déconstruite et que par contre, des violents, des très violents qui sévissent, avec une augmentation vertigineuse du nombre de violences depuis les années 70, eh bien, eux ne sont pas encore suffisamment déconstruits, mais c'est les petits protégés de LFI, souvent, pas toujours, on ne généralise pas, qui sont à l'origine de cette violence. Mais eux, semble-t-il, contrairement au mâle blanc sous chien, n'a pas à être déconstruit. Ça nous en prévoit de belles. La charnière entre le national et l'international, on fera un parallèle entre la situation économique de la France et la Russie. On verra si les prophéties de nos Mozart de la finance, Macron, Le Maire, se sont révélées exactes. Qu'est-ce qu'il en est exactement de la situation économique, budgétaire, financière de la France comparée à celle de la Russie? Tiens, on va avoir de belles surprises, indéniablement. On a des chiffres et donc on pourra reparler à cette occasion du budget, bien évidemment. Sur l'international, je vous ferai confiance, Lara en particulier, même si j'interviendrai au cas par cas. Nous parlerons bien sûr de Kazan, des BRICS. Les suites de la Moldavie, de la Géorgie, on a des détails d'élections à venir ou d'élections qui ont eu lieu. Nous nous pencherons sur les sondages aux États-Unis, les derniers sondages et surtout leurs tendances. Puis on terminera, si on a le temps, mais il faudra qu'on ait le temps, par le Proche-Orient, où les informations, les nouvelles, à mon avis, n'ont jamais été aussi désastreuses pour la paix dans le monde. On y reviendra. On reviendra entre autres sur des fuites de plans d'attaque israéliens contre l'Iran qui ont fuité dernièrement sur un groupe Telegram, nous a rappelé le New York Times. Voilà la Rastam. Bon, écoutez, on commence peut-être tout de suite par Andy Kerbrat, donc député bien déconstruit. Alors, Retailleau, qui s'en est gendarmé, a demandé à ce qu'il démissionne tout de suite. Qu'est-ce qu'a fait Andy Kerbrat? Andy Kerbrat a été pris la main dans le sac en train d'acheter une drogue de synthèse dans un métro parisien. Est-ce que c'était le métro Assemblée nationale? Est-ce que celui qui lui a vendu y a ses habitudes? Y a-t-il d'autres clients? On aurait mal le savoir d'ailleurs. Il était peut-être membre d'une commission, il enquêtait sur le trafic. Oh, sûrement. Bien Son sûr. rôle de député était d'aller chercher où se trouvent les vendeurs. Alors c'est tout de même particulièrement ennuyeux qu'un député, un représentant de la nation, alors on est guère surpris de d'où il vient. Je me suis un petit peu renseigné sur le personnage. Deuxième circonscription Loire-Atlantique, c'est Nantes, c'est Madame Johanna, c'est un bébé Johanna, la mérifique maire de Nantes, qui a réussi à faire de cette ville vraiment une ville bien déconstruite, c'est le cas de le dire, une ville détruite, une ville qui n'a plus rien à voir. C'est absolument incroyable, ces villes, ces métropoles d'équilibre. En France, on parle souvent de Bordeaux, mais on peut parler de Nantes, évidemment. Villes qui ont été détruites en très en quelques dizaines d'années. Moi, j'ai souvenir, j'en ai maintenant l'âge, malheureusement, de me rappeler ce qu'étaient et à quoi correspondaient les espoirs des gens qui allaient vivre à Nantes il y a 30 ans, 40 ans. Cette ville est devenue, évidemment, non seulement elle a été saccagée, comme Paris, mais elle est un coupe-gorge, elle est un endroit où les jeunes, en particulier les jeunes femmes, n'ont pas intérêt à utiliser les transports en commun. Ils sont très fiers, évidemment, ces socialistes, ces gauchistes, ces écologistes de leur beau tramway. Mais passer 10 heures, 11 heures le soir, et j'ai eu des témoignages depuis des années déjà, il ne fait pas bon quand on est une jeune femme et qu'on va par exemple sortir de s'y balader. Le risque d'être intercepté, d'être éventuellement agressé, violé, est loin d'être neutre. Donc voilà un petit peu le contexte, sachant que lui, il est un peu dans la ruralité. Mais oui, puisque c'est un militant et pratiquant de la cause homosexuelle. Je vois pas pourquoi il y aurait besoin de défendre une cause homosexuelle. On s'en fichait totalement en France. Encore une fois, on le rappelle, le
problème de l'homosexualité n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est la propagande, c'est le prosélytisme, c'est l'idéologie LGBT couplée à l'idéologie woke. Et ça encore, on a le droit de le dénoncer. Pour combien de temps, j'en sais rien. En tout cas, on le dénoncera tant qu'on pourra le faire, selon la loi, bien évidemment. Donc, cette idéologie LGBT, Andy Kerbrat trouve qu'elle est bien... ça va mieux depuis le mariage pour tous, évidemment. Mais l'idéal serait que dans la ruralité, il s'est rendu compte, dans la ruralité, il n'y a pas assez de propagande LGBT. C'est bien beau l'urbain, évidemment, les bobos sont abreuvés et se félicitent du LGBT woke, mais dans la ruralité, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, il fait grande promotion. J'ai lu un long article le concernant dans Ouest France, interview auquel il répond, où il dit ça serait quand même bien qu'on ait un peu plus de LGBT rural, et dont évidemment des gay pride. Nous voilà donc avec des gay pride, plus seulement dans les grandes villes, mais aussi dans les périphéries et voire dans la ruralité. Poutine n'a vraiment qu'à bien se tenir. On va lui envoyer sinon les chars de la gay pride, ça va pas tarder, moi je vous le dis. On parlera d'ailleurs de l'armée française tout à l'heure. Vous allez voir, elle est en pleine déconfiture aussi, et surtout en forte démoralisation. Donc, Andy Kerbrat refuse évidemment de démissionner, mais pourquoi donc? Quel bon exemple il donne. Et il a donc obtenu le soutien de Sandrine Rousseau, qui explique « Bravo Andy, ne démissionne surtout pas, tu as pris en compte ton problème, tu vas le régler, tu vas nous revenir plus fort. » Voilà. Donc, il est bien déconstruit, mais alors, là, il va se déconstruire encore un peu plus. Je pense que Sandrine Rousseau doit être au pamoison d'avoir un collègue à l'Assemblée nationale de ce calibre. Vous avez peut-être des réflexions et des remarques à faire, Lara, sur ce premier thème d'actualité sur la déconstruction en France aujourd'hui qui se porte bien. Écoutez, premier thème, je pense, pour ce député, plutôt que de s'inquiéter de l'absence de LGBT dans la ruralité, il pourrait déjà commencer à s'inquiéter de l'absence de commerce dans la ruralité. Le désert aujourd'hui qu'offrent beaucoup de villages où il y a même plus de boulanger, par exemple. Donc voilà, avant de parler de salles de shoot, peut-être ces députés feraient mieux de s'intéresser justement. On n'y est pas encore sur le salle de shoot. Là. Oui, mais moi j'y reviens, mais ma revue de presse. Pour le LGBT, voilà, l'absence dans la ruralité, moi je peux dire déjà, il y a du chemin à faire. Il y a encore une fois le réseau commercial à rétablir, le réseau de convivialité qui n'existe plus. Donc voilà, il y a beaucoup de villages où il y a même plus de buvette, enfin du lieu de convivialité. Et puis, pour revenir sur la buvette, c'est à l'Assemblée nationale. Bah oui, c'est à l'Assemblée. Le double whisky. Oui. Du député de base LFI, c'est magnifique. Par rapport à Nantes, moi je tiens à rappeler, dans le passé, j'ai travaillé dans un secteur qui s'intéressait beaucoup au bien vivre dans les villes. 2010, Nantes était une ville qui tenait le palmarès des meilleures villes de France. Et c'était pas si loin dans le temps. Non. Donc, c'est-à-dire, ça montre aussi à quel point la destruction est rapide et voilà, en espace une ville qui est polluée en plus. Rappelez-vous, Lara, on avait fait plusieurs chroniques sur Radio Courtoisie. C'est une ville en plus qui est dans l'espace public qui est polluée systématiquement par les conflits perpétuels les plus violents, évidemment, qui trouvent leur place, encouragés même par les services de la mairie. Rappelez-vous ce grand escalier monumental où s'acharnait sioniste, anti-sioniste, à mettre le drapeau israélien, le drapeau palestinien, ça s'écharpait. Par contre, de drapeau français, il n'y en a jamais. Ça, on en est certain. C'est ça en plus, c'est ce côté totalement anti-français, finalement, anti-patriotique, de ces villes qui ont été captées, parasitées, et aujourd'hui détruites, totalement détruites. On n'est pas étonné quand on voit les représentants. On a en tout cas un cas concret.
Rectificatif, mea culpa, quant à l'origine de la pétition. Il s'agit d'un membre même d'une communauté catholique, Nicolas Thomasset, qui a proposé donc une salle de shoot au sein de Notre-Dame de la Garde, de la Bonne Mère. Il a même proposé qu'on retape le funiculaire à cette occasion. C'est extraordinaire, non? C'est-à-dire qu'en plus, ça permettrait de développer les transports, de les restaurer, ou de les restructurer, ou de les rénover, appelez-le comme vous voudrez. Donc, voilà, donc le véritable responsable, celui qui a lancé cette pétition, s'appelle Nicolas Thomasset. Alors, il ne lui est pas venu, en effet, de viser un autre lieu de culte. En même temps, c'est pas étonnant, puisque c'est sa propre communauté. Donc, j'imagine qu'il a dû, il a dû bien évidemment se faire tancer et taper sur les doigts par sa communauté. Vous vouliez réagir, Lara? Je vous laisse la parole. Non, j'ai terminé finalement. Pour Il venir y a sur le beaucoup, précédent. le chat, s'anime pas mal sur, mon accent. Alors je vais, comment dire? Donner raison à ceux qui pensent: «Pourquoi, j'ai un accent slave?» Ben, je suis moitié russe, moitié arménienne d'origine, donc et mon français n'est que ma troisième langue, voilà. Donc d'où l'accent et voilà, je suis désolée, mais enfin j'enlève un petit peu le mystère. Mais je vois le chat s'animer depuis ce matin. Voilà, Et je mais parle bien russe, je parle bien arménien et voilà. rassurez-nous, vous êtes bien de nationalité française. Exactement, je n'ai que la nationalité française. Ce fut une renaissance, mais maintenant je n'ai que la nationalité française et je suis française pleinement. Moi, pour ce sujet, je suis d'une absolue intolérance, hein, je vous le cache pas. Euh, on peut avoir les origines qu'on veut, mais on ne peut avoir qu'une nationalité. Je suis profondément hostile, même si la loi le permet, à la double nationalité, quelle qu'elle soit. Pas hostile, Mais moi, Nicolas, j'y suis tout personnellement très hostile. Je vous dis, c'est mon point. alors, moi pour ma part, je On ne précise que sert pas 2 mètres à la fois, pardon. alors, on ne sert pas de maître à la fois, mais partant de paix, partant disons, d'opulence, on peut se permettre d'avoir 2 nationalités, on peut être très bien, capable de, voilà, Bon, de garder les 2, à condition de ne pas s'engager dans la vie politique, à condition de rester dans la société civile purement et ne pas être, vous n'avez pas besoin d'avoir sujet une double nationalité, à madame. une corruption possible, sur l'une des nationalités étrangères. Donc, pour moi, il est clair que quand on s'engage dans la vie politique, on ne peut avoir qu'une seule nationalité, c'est celle du pays où on souhaite, justement, faire carrière politique ou, faire promouvoir ses idées. Non, mais le vote est lié à la nationalité, là, Rastam. Il Le n'y a pas vote est lié d'engagement exactement. Heureusement qu'il est lié justement à la nationalité, non pas d'autres éléments. Mais bon, encore une fois, quand on sait que la gauche souhaite le vote des étrangers, lors des élections locales, d'après le fait que enfin, surtout, s'appuyant sur le fait qu'ils payent, des impôts, en voilà encore une forme voilà, monétisation de la vie politique. Je vois pas en quoi, payer des impôts s'apparente à être bon citoyen, enfin, Ah, ça s'appelait le suffrage censitaire à une époque. ouais. Bah, en tout cas, voilà. La gauche qui ne tient pas beaucoup compte, du porte-monnaie, des Français, là, tout à coup, propose le vote des étrangers, donc Alors là, je suis oui. pas d'accord avec vous, ils s'intéressent beaucoup à notre porte-monnaie, la gauche, plus encore que la droite, pour piquer dedans et le plus possible. Et on en a encore des Oui, mais illustrations à enfin, l'international ils ne actuellement. s'inquiètent pas des revenus, je veux dire, voilà. Ce qui les intéresse, c'est c'est Ah si, si, moi voilà. je pense que justement, ils sont. Alors ils nous expliquent évidemment que c'est la gauche du cœur, hein, et que nous c'est le portefeuille. Enfin nous, j'en fais pas fais partie. En tant que gaulliste, je suis ni de droite ni de gauche. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je ne suis pas de gauche. Ça, c'est évident. Alors peut-être l'infographie du jour qui est extrêmement intéressante. Vous vous rappelez, Lara, Monsieur Dupond-Moretti, mais c'est pas le seul qui passait sa vie à nous parler de sentiments d'insécurité. Amplifié par les médias, Et rappelez bien, par l'extrême droite. et par l'extrême droite, voilà. Autant Vous y d'extrême droite. participiez, donc aux yeux de Dupond-Moretti. Bah, Mais allez-y, oui. et faisant partie de l'extrême droite, de toute façon, tous ceux qui
ne sont pas dans la doxa, évidemment, du pouvoir. Donc c'est à peu près tous les opposants, quels qu'ils soient. Alors, il y a déjà, bon, alors le sentiment lui-même, hein, dans un baromètre sécurité des Français, c'est un sondage au doxa. C'était en mars 2024. 92% des Français jugeaient que l'insécurité a augmenté ces dernières années. Tiens donc, l'insécurité aurait-elle augmenté? Ça, c'est étonnant. Alors, je vais vous donner un chiffre qui, tiens, et pour le coup, fait froid dans le dos et glaçant, Madame Hidalgo. Ça, c'est glaçant pour le coup. Vous pourriez employer l'expression dans sa bonne acceptation. Qu'est-ce qui est glaçant? C'est que nous nous rendons compte qu'entre 1972 et 2023, donc si vous comptez avec moi, ça fait 51 ans, donc un demi-siècle, eh bien, nous sommes passés de 25 000 coups et blessures par an en 72 à 300 000 coups et blessures par an. Pas si vous réalisez, 25 000 à 300 000. Sur les violences physiques, c'est pas on n'est pas en train de parler de la délinquance en col blanc qui augmente, de tout ce qui peut augmenter par ailleurs. Là, on est vraiment sur la délinquance physique, dont on nous a longtemps dit, mais c'est pas vrai. La société était bien plus violente à l'époque, vous ne vous rendez pas compte. Il y avait des loulous, ils vous attaquaient avec leur moto avec des chaînes. On imaginait vraiment une société à feu et à sang. C'était le Moyen-Âge, évidemment. Eh bien, contrairement à ce qu'on nous dit, il y a une augmentation, mais qui est totalement sidérante. Sidérante. 1972. Bon, je sais pas pourquoi choisir des années comme ça en même temps. C'est très mal intentionné. À quoi ça correspond, les années 70, finalement? La fin des 30 Glorieuses? Le regroupement familial? La politique d'immigration massive? Aussi. Encore une fois, sans généraliser, mais comment est-il, sans amalgamer, ne pas voir les courbes, ne pas comparer les courbes? Comment est-ce possible? Est-ce à dire, Madame Rousseau, qu'il y a dans la société française, en effet, beaucoup de personnes qui échappent à la déconstruction, à la bonne déconstruction, qui n'est pas comme Monsieur Kerbrat ou notre bon paroissien de la Bonne Mère. Oh, Bonne Mère. Je ne sais pas. Pas ce que vous en pensez, Lara. Écoutez, on peut pas commenter ça, les chiffres parlent d'eux-mêmes, donc Ouais. moi je vois que nos internautes réagissent et joli surnom, hein, notre ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, le sentiment n'y est pour rien, face à la réalité. C'est ça. Alors, vous voulez qu'on fasse, allez, on va essayer, je sens déjà gronder, s'il nous regarde, Raphaël, en disant « Mais il faut passer à l'international, il est déjà plus de 7h30 !» Bah oui! Alors, c'est toujours la portion congrue. C'est pas la portion congrue. On va faire déjà, donc, je vous disais, un tuilage entre, puisqu'on nous avait expliqué la déconfiture, et avant de parler justement des BRICS et de la Russie, évidemment, mais pas seulement, de ce Sud global, eh bien, voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est comparé pour nos petits Mozart de la finance, qui avait expliqué, évidemment, Macron comme le maire, que la Russie allait s'écrouler. Alors, on pensait qu'évidemment, il allait y avoir une rupture de paiement, que le rouble allait s'effondrer, l'économie avec. Déjà, le système financier, en disant, de toute façon, ils seront en rupture de paiement très vite, ils ne pourront même plus, sans même parler des sanctions, acheter quoi que ce soit sur les marchés internationaux, parce que le rouble ne vaudra plus rien. Aujourd'hui, je suis désolé, Emmanuel Macron, mais le pays qui est au bord de la rupture de paiement, c'est la France. Le FMI a été extrêmement clair. C'est pas bon signe quand le FMI commence à tenir des propos sur un pays en expliquant qu'il faut faire des efforts, beaucoup d'efforts. Vous ne pourrez pas le faire d'ailleurs en un an. C'est une cure d'austérité sur 20 ans qui nous est prévue, paraît-il, pour solder le fameux quoi qu'il en coûte. Puis pas seulement le quoi qu'il en coûte, puisque le quoi qu'il en coûte quand même est terminé maintenant et le déficit est quasiment toujours aussi important. Mais le pays qui est le plus proche de la rupture de paiement, je pense que c'est plutôt la France. Alors, pourquoi finalement, puisque la commission d'enquête commence à s'interroger en disant mais pourquoi en sommes-nous passés à 4 et quelques pourcents
à plus de 6% de déficit sur 2024. Ah, mais c'est parce que les recettes n'ont pas été aussi importantes que prévu. Ah bon, et pourquoi donc? Pourquoi? Parce qu'entre autres, la prévision de croissance a été très supérieure à ce qu'elle a été réellement constatée. Tout simplement, on avait surestimé, comme on sous-estime de façon pathologique, en sens inverse, par russophobie, eh bien, les estimations, par exemple, de la Russie. Tenez-vous bien, on est à 3,9% probablement. Donc la prévision de la Banque mondiale est rehaussée entre 3,2, 3,5, 3,9 en 2024. C'est-à-dire que le 0,7, là, il est en plus. C'est très amusant parce que c'est vraiment encore des courbes qui se croisent totalement et qui montrent que le pays qui s'en sort aujourd'hui est de loin le mieux, c'est la Russie sur le plan économique et sur le plan financier. Et surtout pas la France qui, elle, est au bord de la banqueroute. Ça doit être quelque chose qui doit vous évoquer beaucoup de choses, Lara, j'imagine, en tous les cas. Moi, je me rappelle de la guerre totale que déclarait notre ministre des Finances, qui lui avait conféré ce droit de parler de la guerre totale, le sens qu'il y mettait, enfin voilà. Oui, la Russie se porte bien. Faut pas non plus exagérer dans le sens où, dans le ressenti des Russes, il y a quand même aujourd'hui toujours la difficulté de voyager. Il y a toujours cette peur d'une guerre qui est beaucoup plus importante. Il y a des jeunes soldats il y a des jeunes qui sont partis au front et certains ne reviendront pas. Donc c'est pas une société qui est aujourd'hui en pleine, comment dire, émerveillement, en train de profiter de cette croissance qui est, elle, effectivement, assez extraordinaire, liée surtout à la capacité des Russes d'organiser leur entre guillemets isolement. En fait, l'isolement de la Russie, encore une fois, faut rappeler, c'est un pays qui a toutes les ressources et pour l'isoler, faut vraiment y aller, hein. Donc voilà, il peut être totalement autosuffisant. Le problème de la Russie jusqu'à maintenant, c'était qu'il n'était pas capable d'utiliser toutes ses ressources pleinement. En Voilà. tout cas, il y a une solidarité aussi politique que l'on ne retrouve pas en France. Là, actuellement, avec le budget, c'est une foire d'empoigne journalière. Et cette fausse majorité qui n'est qu'une minorité, sur lequel s'appuie le gouvernement, on se rend compte qu'entre eux, mais ils sont dans une opposition systématique. Là, on l'a vu sur les volets recettes. Eh bien, la gauche, avec le soutien du MoDem, qui normalement est donc à l'encontre de ce que veut le gouvernement, mais le MoDem, qui fait partie de la fausse majorité du gouvernement, vote avec le nouveau Front populaire de nouvelles taxes et la pérennisation, par exemple, de cette surtaxe pour les revenus les plus riches. Alors que le commissaire Barnier, à quoi ça sert qu'il s'évertue à dire c'est pour 3 ans et pas 1 an de plus. Voilà, le MoDem ne joue pas le jeu. Un jour, c'est le MoDem. Ils se sont tellement engueulés qu'il y avait une vice-présidence qui est passée à gauche parce qu'ils n'ont pas réussi à s'entendre entre LR, macronistes, sur la dernière vice-présidence. En fait, non seulement c'est une minorité, mais même cette minorité est divisée. Ce qui n'empêche que, finalement, moi, plus ça va, plus je réfléchis, plus je me dis, et ça sera pour terminer avant de passer aux BRICS, et là, peut-être votre analyse politique qui est souvent clairvoyante, Lara, moi j'ai l'impression que cet attelage peut durer beaucoup plus longtemps qu'on l'imagine, et pour une raison très simple, c'est que personne n'a intérêt à aller aux élections et tout le monde a envie d'attendre 2027 pour en découdre. La gauche, particulier LFI, qui ne peut que tirer des avantages d'être dans une opposition systématique. La situation de la France va être de plus en plus désastreuse. Donc il pourrait espérer en tirer des bénéfices électoraux en 2027. Le Rassemblement national, qui n'a pas envie éventuellement de gagner les prochaines élections législatives et de se retrouver dans une situation de réelle cohabitation avec le pouvoir, qui obérerait fortement les chances de Marine Le Pen d'être élue. Et puis ceux qui ont les places, de toute façon, on le sait bien, n'ont jamais envie de s'en défaire. Donc j'ai vraiment cette impression qu'en fait, tout le monde a intérêt à rester dans cette situation totalement bancale.
pas ce que vous en pensez. Oui et puis, surtout bon, encore une fois, c'est une diversion. Cette diversion, elle est faite clairement pour nous, faire oublier le fait que le budget, était insincère et que l'insincérité du budget, c'est quand même gravissime. C'est comme le parjure, il est pas possible que les politiques n'aient pas vu ce qui est l'en était de la situation réelle des finances publiques. Donc, Donc ils tout sont ça, c'est de la co-responsables. diversion, Nicolas. Pour moi, c'est de la diversion. C'est pour pas parler du sujet principal. D'où vient ce trou? Comment se fait-il qu'il n'a pas été vu avant? Qui sont les responsables? Ben, il y a une commission, la commission des finances se constitue en commission d'enquête, et là, le ministre des Comptes publics, en premier rideau, avant que le maire soit obligé de s'expliquer, nous dit nous avons donné tous les documents, que ce soit à l'Élysée, que ce soit à la représentation. Donc ça tendrait à dire ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'en fait tout le monde le savait, Bah oui. mais n'a rien fait. Tous ceux qui avaient accès justement au pouvoir, tous ceux qui étaient dans les arcanes du pouvoir le savaient. Donc ils ont menti. C'est un mensonge qui n'est absolument pas anodin. Donc voilà, qui nous impacte tous. Et Donc il va nous impacter encore. les deux guignols de la commission des finances, le président du groupe Lio et Coquerel, en fait, allaient à droite à gauche pour aller chercher des documents dont ils avaient de toute façon parfaitement connaissance. Mmh. Donc on se fout de nous, c'est le grand guignol. Bah oui. Mmh. Et puis on crée une diversion en montrant que le budget, bah, la discussion et cetera, enfin tout ça c'est de la diversion à mon sens. Il y a pas autre chose derrière. Bon, Bon. eh ben, très bien, merci Lara. Allez, on passe à l'international, on passe à Kazan, on passe donc au sommet des BRICS qui s'est ouvert, je crois, hier et qui rendra ses ultimes conclusions jeudi. Et nous en tirerons évidemment les leçons avec nos invités dès jeudi, dès aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'on connaît les enjeux, et on va en parler jusqu'à la fin de la semaine et même le début de la semaine prochaine, évidemment, de ce basculement du monde qui fait que le centre de gravité du monde s'est déporté dans cette petite république du Tatarstan. J'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu, et puis déjà de ce que c'est que cette organisation des BRICS, Lara. Alors, déjà donc, les BRICS ont une présidence tournante. Donc c'était l'Afrique du Sud, qui avait la présidence. La passation, s'est faite, donc c'est la Russie qui prend la présidence, pour une période, je crois d'1 an seulement. Ce qui est curieux dans cette passation, c'est que, ça se passe justement, les BRICS, enfin la Russie organise cette réunion, ce sommet à Kazan. Kazan, république de Tatarstan, république qui est voilà avec la pratique de l'islam, etc. Donc c'est déjà très osé vu le contexte international où la Russie semble, enfin, est plutôt notée comme celle qui le pays isolé. Oser organiser cela dans une ville secondaire, enfin pas la capitale principale, c'est déjà un gros pari. De plus est, Kazan, donc voilà, ce qui permet de faire le lien séculaire de la Russie avec sa population de la confession musulmane, c'est exceptionnel. Et s'apercevoir que sur 36 États qui participent, 22 ont envoyé sont venus les chefs d'État. Donc il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Égypte. Enfin, c'est impressionnant de voir que tous ces chefs d'État ont trouvé le temps d'aller à Kazan, même pas à Moscou, hein, enfin à Kazan. Ce qui s'est passé hier, bah, il y a eu donc On rappelle 30 chefs d'État. Hein. 20, pardon? On rappelle 30 chefs d'État, je crois. Non, 30, sur 36 États, 22 chefs d'État. Mais pas secondaire, hein, pas de pays secondaires. Enfin, c'est vraiment, on va pas, c'est important hein, quand la Chine et l'Inde se retrouvent avec Poutine, c'est déjà
À mon avis, le globe, dans sa population, il y a une majorité de population qui est représentée sur un trio, si on calcule bien. Et là, vous avez à côté donc l'Afrique du Sud, vous avez donc, comme j'ai dit, l'Égypte et tous ces gens-là sont accueillis dans une ambiance liée, beaucoup liée. La particularité de la Russie, c'est de savoir justement tout de suite montrer la tradition et quelque part dès l'entrée afficher le pain avec le sel qui accueille les chefs d'État. Il y a une traditionnelle, voilà, on prend un petit bout de pain, on le trempe dans le sel, c'est le bienvenu russe. Il y a pas de vodka, d'habitude il y a aussi un petit verre de vodka qui l'accompagne. Cette fois-ci, il y a le tchak-tchak. Tchak-tchak, ce sont des brioches tatares sucrées. Tout cela représenté par de très jolies femmes qui accueillent des chefs d'État dans les tenues traditionnelles. Donc ça met tout de Ah, ça suite. en France, ça n'existe plus, c'est interdit. Mais oui, Regardez et c'est là où ça tranche. C'est sur là où le ça Tour tranche. de France, c'est interdit. Les jolies Dès femmes pour dès féliciter les l'entrée, vainqueurs, c'est tout. montrer une Russie belle, une Ouais, Russie et la accueillante. déconstruction, la Rastam alors? Non, mais vraiment, on n'est Ah pas dans non, le même il y a on pas, vit plus il y a on pas. ne vit plus dans le même monde. Nous, on Et, a et, des euh, femmes à barbe, on a tout à fait autre chose, hein. on voit donc le président de la République de Tatarstan, c'est là aussi la force de Poutine, c'est lui qui a accueilli puisque c'est sa république qui reçoit le sommet. C'était assez émouvant parce qu'à chaque fois, donc c'est lui qui reçoit sur sur le tarmac de l'aéroport avec ces jeunes femmes habillées en tenue traditionnelle et tout cela crée une forme voilà, de complicité qu'on ne peut pas avoir ailleurs, qu'on ne peut pas avoir autrement. D'accord. Et il y a la petite anecdote où Poutine parle à Modi, donc le président indien, et un temps, il oublie l'interprète. Et l'interprète, donc, il y a un petit moment de rire, Modi regarde l'interprète, et puis Poutine lui dit, mais de toute façon, on s'entend tellement bien qu'on n'a pas besoin d'interprète. Et Modi éclate de rire. Donc voilà, c'est une petite anecdote pour montrer l'ambiance du sommet. Ce n'est pas ce que dit l'Occident, qui explique que Moody est allé rappeler à Poutine qu'il fallait rapidement conclure la paix en Ukraine. Si vous le Alors, permettez, non, Lara, non, c'est pas ce qui s'est passé. je ne Modi sais a pas, dit que l'Inde était prête à aider à un plan de paix qui tient la route. Voilà. le plan de la victoire de Volodymyr Zelensky. Non, 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 non. il n'a pas parlé du plan de la victoire, il a parlé plutôt du plan de paix. Et moi, je préfère. Allez, je vais donner rapidement, et puis parce que le temps file et que j'ai besoin d'avoir d'autres informations, Lara, sur d'autres sujets que vous êtes censé bien connaître. J'aimerais quand même rappeler les enjeux de Kazan, et nous en reparlerons tout à l'heure, donc avec Laurent Michelon. Dans le Grand Temple, quel élargissement? Y en aura-t-il un? Peut-être aucun cette année. Quelle nouvelle organisation? Combien de nouveaux membres partenaires? Une quinzaine sur 30 candidats, on ne sait pas trop. Quelle évolution du poids économique pour ce pôle de puissance? Quel système économique et financier pour commercer librement et sans intermédiaire entre États membres ou partenaires et échapper à la tyrannie de l'Occident otanien et du dollar? Combien d'années pour le mettre en place? Autant de questions auxquelles des réponses seront probablement apportées dans le communiqué final, dont on parlera donc, qui sera le 24 octobre. Demain. Alors que la réactualisation trimestrielle des données économiques 2024 par le FMI devrait être publiée fin octobre. Ça, c'est important parce ça permettra ces données économiques publiées par le FMI de constater de visu au travers des chiffres ce véritable basculement du monde et qui est en cours. On le rappelle, les BRICS, l'ensemble du PNB BRICS, des PIB BRICS, est très supérieur aujourd'hui à celui du G7. C'est un fait. Après, on pourra reparler des divisions. Est-ce que réellement, et ça nous en parlerons aussi avec Laurent Michelon, est-ce que ça va si bien? Alors ça va peut-être bien entre Moody's
Moody, pardon, et Poutine, mais est-ce que ça va si bien entre la Chine et l'Inde, par exemple? Il y a une Ah ben justement, réconciliation. il y a une grosse avancée avant le sommet, Oui, à peut-être. la frontière où il y avait une forte tension entre la Chine et l'Inde, ils se sont retirés. Les 2 armées se sont retirées simultanément. Donc ça prouve aussi qu'en termes de paix, BRICS contribue. Donc c'est-à-dire pour se retrouver à Kazan, Modi et Xi ont fait des pas L'un similaires vers l'autre. vers la paix. C'est la preuve. Il y a 12 aujourd'hui partenaires, 12 membres pays, enfin 12 pays non membres partenaires du BRICS. Il n'y a pas de nouveaux membres Dont prévus la dans la. Turquie. Pardon? Dont la Turquie. Avant la fin de l'année, en tout cas sous la présidence russe, de ce que j'ai compris des communiqués, le rôle très important est accordé à la banque, à la gestion justement monétaire, On en parlera. qui est aujourd'hui dotée de, je crois, 30 milliards seulement, mais quand on compare la valeur des monnaies, enfin, c'est déjà quelque chose qui tient à la route. Et voilà, donc ça avance. Mais ça avance dans le bon sens, à mon avis, pour créer une forme de paix à travers le commerce. C'est ça, ça a toujours tenu. Si on a besoin de commercer, on a besoin de paix. Euh, voilà. Bien, non, on va passer, puisque ça sera dans le grand angle, on va passer, si vous le voulez bien maintenant, à ces 2 points que nous avions déjà un peu évoqués la veille. Et est-ce que vous avez des informations complémentaires concernant la Géorgie et concernant la Moldavie? Alors, je vais commencer par la Moldavie. Donc, il y a eu des élections. Il y a eu deux votes, en fait. Un vote pour la présidentielle, enfin l'élection présidentielle, et un autre vote qui était pour inscription d'entrée dans la communauté européenne, dans la Constitution. Ce vote-là a emporté d'une courte majorité, très très courte majorité. Étonnante. Comment vous expliquez qu'on était à 54% pour le non et que les communautés finalement de diaspora ont fait basculer au dernier moment? Ce serait cru durant l'élection américaine de 2020. Ah bah c'est mieux que ça encore, Je hein, parce croyais que que c'était les Russes qui avaient triché. ah bah, les Russes, ils pouvaient pas Mais trop il y a quoi? tricher pour une raison très simple, c'est qu'il y avait que 10 000 bulletins pour 500 000 personnes. Ah, Donc déjà, comme je l'ai dit hier, 2 bureaux de vote au lieu de 29 bureaux de vote. C'est 2 bureaux de vote uniquement à Moscou et des queues interminables. Un autre point, par exemple, moi c'est une piste, hein, la Moldavie annonce, enfin ils disent que la Transnistrie donc a voté. Il y avait 0 bureau de vote en Transnistrie. Donc comment ils ont pu intégrer un vote de la Transnistrie qui est aujourd'hui, enfin je rappelle, hein, c'est l'État il y a 35 ans, enfin une petite république qui s'est détachée, qui aujourd'hui se considère autonome et non pas encore non reconnue par la communauté internationale. on est proche d'Odessa, hein, c'est ça, hein, en Ukraine. Pardon? C'est proche d'Odessa en Ukraine. Exactement. C'est à la frontière romaine, moldave et puis ukrainienne. Donc cette petite république n'a vu aucun bureau de vote et pourtant un résultat. Donc voilà une petite piste pour ajuster une avance du non sur le oui. Ça c'est ce qui concerne la Moldavie. Il y a le Parti communiste appelle à l'annulation de ce scrutin. Ça peut être ridicule vu d'ici, mais le Parti communiste en Moldavie a toujours du poids. Donc, il appelle à la simple annulation du scrutin suite aux nombreuses irrégularités qui étaient constatées, y compris par la police moldave. Ça, c'est ce qui concerne la Moldavie. La Géorgie, je vais aller assez vite. Tentative de l'Occident de déstabiliser clairement une république qui est en phase de retrouver une forme de souveraineté et de conclure les accords en fonction de leurs propres intérêts. Et une révélation choc de l'ancien Premier ministre qui ne prête pas du tout à confusion. Hein. Lui, il est clairement et dit qu'il est prêt à donner le nom du responsable occidental qui lui a proposé de faire la guerre à la Russie, une guerre de 3-4 jours pour justement affaiblir la Russie et faire disparaître la Géorgie. Voilà.
Voilà ce qu'il en est. Merci Lara. On va très très vite. Les sondages, on en reparlera demain, comme de l'armée française aussi, puisque si j'ai habillé pour l'hiver Nono Le Maire, je m'occuperai de mon Lecornu pas plus tard que demain, parce que quand même les informations, les tentatives de départ maintenant de nos pilotes d'avion, il y a une épidémie de démission dans l'armée française d'officiers actuellement. On nous disait l'armée russe va être défaite, sans même faire la guerre, ce qui était finalement la prophétie des Serbes lorsque nous, au lieu de les soutenir, nous les avons enfoncés en 1999. Ils avaient dit « vous les Français, nous allons peut-être perdre cette guerre, mais au moins nous nous serons battus. Vous perdrez définitivement la guerre et vous ne vous serez même pas battus. » C'est ce dont je parlerai pour rappeler aussi à la bonne mémoire de notre divin porte-coton, ministre de la Défense, Lecornu, et de l'état de son armée, dont il se moque certainement comme d'une guigne. Mais donc on reviendra dessus. Les sondages US, alors sous-estimation perpétuelle, systématique, comme à la grande époque du Front National de Jean-Marie Le Pen, du vote pour Trump. Néanmoins, les courbes ne mentent pas. Et l'écart entre Harris et Trump ne cesse de faiblir. Donc, et probablement un croisement avant le 5 novembre. Et dans les swing states, c'est très clair, Trump est en avance dans l'ensemble des États pivots. Je voulais terminer cette revue de presse parce qu'on est obligé d'en parler, et tant pis si on prend un peu de temps, sur les fuites, tout de même extrêmement inquiétantes, dont a parlé le New York Times, pas plus tard que cette nuit. C'était des documents top secrets, venant d'agences de renseignement américains. Le compte Telegram qui a fait part de ces indiscrétions, Middle East Spectator, est lié à l'Iran. Cette affaire est sérieuse. Le FBI lui-même l'a rapporté au New York Times. De quoi s'agit-il ? Eh bien, 2 des 18 agences de renseignement des États-Unis, donc, dont la NSA, décrivent les préparatifs d'Israël en vue de répliquer aux frappes de missiles de l'Iran contre l'État hébreu le 1er octobre dernier. On rappelle que Téhéran, lui, voulait à l'époque réagir à l'élimination du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah. À Beyrouth, au Liban. Donc concrètement, les documents qui ont fuité correspondent à des interprétations d'images satellites américaines de sites israéliens et décrivent en particulier des exercices de l'armée de l'air israélienne impliquant des missiles air-sol en préparation d'une frappe contre l'Iran. Et ça, c'est selon CNN, qui évoque aussi des déplacements de munitions et des exercices de grande envergure, donc avec des avions de chasse et aussi avions espions. La BBC va plus loin en évoquant le type même de bombes, de missiles aérobalistiques qui permettent de frapper au-dessus et en dessous du sol. Donc on est en quelque sorte sur une réédition, mais en beaucoup plus violent, de l'attaque sur le site radar iranien près d'Ispahan en avril. Il s'agit cette fois-ci d'une frappe de grande ampleur. Est-ce que ces documents, finalement, ont été divulgués volontairement ? C'est la question qu'on devrait tous se poser. Est-ce qu'il y a au sein de l'appareil américain des gens qui crient au fou, qui disent « c'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça, nous allons droit vers la catastrophe ». Dans ces informations qui ont fuité aussi, la certitude, mais ça on le savait tous, même s'ils le nient, de la détention par Israël de l'arme nucléaire. Donc tout ça est extrêmement inquiétant, d'autant plus que le gouvernement israélien a demandé, je crois hier aussi, à ce que les États-Unis soutiennent Israël après l'inéluctable frappe qui va intervenir prochainement sur le territoire iranien. À un moment donné, il va vraiment falloir se demander qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut laisser un fou qui nous parle toujours du bien, du mal, de la destruction de l'axe du mal? On est en pure folie millénariste, on s'en rend bien compte. Quand on pense réellement qu'on veut terrasser le mal,
Eh bien oui, c'est la fin. Donc on se moque bien de ce qui va se passer ensuite. Ce qui explique pourquoi leur importe peu finalement les conséquences actuelles de leur bellicisme dans 50 ans, puisque dans les esprits fous et malades, nous sommes, chez certains en tous les cas, dans un véritable Armageddon, fin des temps. Nicolas, j'aimerais rajouter quelque chose. C'est terminé. Je dis comment les arrêter au plus vite. J'ai fini. Alors, il y a une piste justement sur comment les arrêter et d'où ça vient. Rappelez-vous l'attaque par le drone de la résidence de Netanyahou. Oui. On a montré d'abord comme quoi le drone a été abattu, etc. Et curieusement, Israël a dévoilé des images où en fait la résidence a été frappée, bel et bien frappée. Il y a une fenêtre qui est complètement éclatée, il y a du noir autour, donc ça a brûlé, etc. Et du côté russe, alors que Hezbollah a tout de suite revendiqué l'attaque en disant c'est nous, les Russes disent ça ressemble à autre chose. Les Iraniens ne pouvaient pas envoyer jusqu'à là. D'ailleurs, l'Iran a tout de suite réfuté en disant c'est pas nous. Hezbollah n'a pas la possibilité de franchir jusqu'à ce point-là, par un drone, les défenses israéliennes. À mon avis, c'est un avertissement de la part des Américains à Netanyahou personnellement. C'est pas anodin ce qui s'est passé et seuls les Américains avaient la possibilité de laisser passer quelque chose de ce genre-là pour montrer que là, il déconne. Il n'écoute plus personne, il déconne et il peut être atteint personnellement. C'est ce que disent les Russes sur ce sujet. Moi, j'ai une autre interprétation. Je suis plutôt sur une attaque sous faux drapeau permettant à Israël ensuite de frapper je pense pas. des frappes décapitantes. Attendez, laissez-moi terminer. Ouais. Vous me reprochez l'inverse, mais laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je termine juste ma phrase. Moi, je pense qu'on est plutôt sur une attaque sous faux drapeau. Enfin, tout ça est du complotisme, hein, tout le monde l'aura bien compris, permettant ensuite une réplique décapitante à nouveau sur, cette fois-ci, les Iraniens. Je crains le pire. Mais que Dieu vous entende. Ce serait déjà arrivé et la gestion justement des images par les Israéliens montre l'inverse. C'est-à-dire au début, ils ont dit que ça n'a pas été atteint et ensuite, ils ont montré des images où ça a bel et bien atteint la résidence. Il n'y était pas à ce moment-là. Mais ça ressemble à un avertissement, soit par les Britanniques, soit par... de toute façon, complotisme, mais... Là où on est d'accord, Lara, vous comme moi, c'est que c'est pas clair cette histoire. Pas clair. Pas clair du tout. Et l'avenir nous dira pourquoi finalement. Il est clair que c'est pas clair. Parce qu'actuellement quand même, et ce depuis, je ne voudrais pas dire, mais un certain 11 septembre, il y a quand même des prétextes qui déclenchent énormément de guerres, de violences inouïes, où d'ailleurs la loi du talion est largement dépassée. C'est pas œil pour œil, c'est un œil, ta gueule explosée. Hein. On est et toute la descendance. On est dans des montées aux extrêmes dont parlait si bien le polémologue Clausewitz, repris par René Girard. Je ne saurais trop encourager. Achever Clausewitz de René Girard, qui est un de ses derniers ouvrages, pour mieux comprendre sur le plan de la philosophie et de la polémologie le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est une apocalypse, oui, mais qui n'est pas nécessairement la destruction du monde, espérons-le en tous les cas. Merci Lara pour cette revue de presse. On lance la chronique financière et ensuite Laurent Michelon dans le grand angle. À tout de suite. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.